Il y a une trentaine d'années, une communauté Emmaüs s'est installée à Saint-Jean-de-Lignières, à une petite dizaine de kilomètres d'Angers. Le site de la communauté est à la fois un lieu de vie pour les compagnons et un lieu de travail, avec un espace de réception et de tri des dons et un espace de vente ouvert au public plusieurs fois par semaine. Au fur et à mesure des années, les espaces de tri, de stockage et de vente sont devenus trop étroits pour accueillir tous les dons. Les bâtiments étaient mal isolés, dégradant les conditions de travail et entraînant une consommation accrue d'énergie. La logistique entre les différents espaces était loin d'être optimale, ce qui multipliait les déplacements des dons et augmentait leurs pertes. Bref, il fallait donner un coup de neuf à ce site. François Terrien, architecte angevin, a vu dans ce projet une opportunité de mettre en avant le travail d'Emmaüs. Pas question de construire des bâtiments neufs pour une communauté qui valorise le réemploi et le recyclage des objets du quotidien. Le projet doit mettre en avant ses valeurs écologiques et pour cela, quoi de mieux que le réemploi de matériaux. L'architecte s'allie alors avec une association locale, Matière Grise, qui collecte et répertorie les matériaux disponibles. Et parce qu'Emmaüs, ce n'est pas juste du réemploi, mais c'est aussi une communauté humaine qui favorise l'insertion de chacun dans la société, le projet a mis en place 4 chantiers participatifs pour donner à ceux qui le voulaient l'occasion d'apprendre de nouvelles compétences. La requalification et l'extension du site a simplifié le trajet des dons et a amélioré les conditions de travail des compagnons et des bénévoles. Les dons arrivent à l'arrière du hangar de tri où ils sont d'abord catégorisés avant d'être triés, testés et parfois réparés. Une fois triés, les dons sont stockés et sont disposés dans les salles de vente situées devant le hangar. L'emblème de ce projet de réemploi participatif, c'est sûrement la façade sud de la nouvelle salle de vente. Une mosaïque de fenêtres en bois de toutes les tailles et de toutes les époques qui a été construite lors d'un chantier de réinsertion. Ce projet prouve qu'avec des acteurs investis, du temps pour chercher des matériaux de réemploi et de l'imagination pour adapter les plans à la récolte, nous pouvons créer des bâtiments performants avec un impact carbone inférieur aux bâtiments neufs pour le même prix. Il est grand temps que le réemploi devienne un réflexe, voire une obligation. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous laisse écouter le podcast qui suit, dans lequel François nous fait visiter le site et nous explique le projet dans les moindres détails. Bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde, non ? Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour, je suis aujourd'hui sur le site Emmaüs de Saint-Jean-de-Lignières, dans le Maine-et-Loire, à une petite dizaine de kilomètres d'Angers, et je suis ici avec l'architecte François Terrien, qui a réalisé la requalification et l'extension du site. François, bonjour. Bonjour Camille. François, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices ? Donc François Terrien, je suis architecte depuis un certain nombre d'années maintenant. Je suis installé à Angers. Et j'interviens sur des projets extrêmement variés qui vont de l'habitat jusqu'aux équipements publics, de la réhabilitation de bâtiments anciens à des réalisations contemporaines. J'essaye d'être spécialisé dans la non-spécialité. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi on est sur ce site et surtout qu'est-ce qui s'y fait sur ce site de Emmaüs ? Alors ici, nous sommes sur le site d'Emmaüs qui est installé là depuis une bonne trentaine d'années et qui y fait le tri des objets collectés
de manière à pouvoir remettre dans le circuit d'usage toutes sortes d'objets, que ce soit des objets de la vie quotidienne, des vêtements, des meubles, de l'électroménager, parfois des appareils photo, des bijoux de façon très très marginale. Donc il y a une trentaine de résidents, de compagnons, et une centaine de bénévoles. Tous ces gens-là donc travaillent ici au tri progressif des objets et à leur vente plusieurs fois par semaine. D'accord, merci. Peut-être qu'on peut commencer par une petite visite du site pour expliquer à nos auditeurs et auditrices les différents éléments de ce site, et après on passera aux questions. Oui. Donc là, nous sommes sur l'arrivée des dons qui passent par le même endroit que la déchetterie pour ce qui est des éléments qui sont directement traités en déchetterie, et puis ensuite qui sont arrivés là et qui sont admis dans une sorte de hall intermédiaire où ils sont triés dans des staboks de manière à passer ensuite dans la halle de tri proprement dit. Face à nous, nous avons la ferme maraîchère qui a été créée en même temps d'ailleurs que ce projet de restructuration et en qualification du site Emmaüs, et qui répond aux besoins alimentaires en légumes de la communauté, et même un peu plus puisque la surproduction est donnée au Resto du Cœur ou au Secours Populaire. D'accord. Et juste petite précision pour nos auditeurs et auditrices, la raison pour laquelle ça passe par la déchetterie, c'est que la déchetterie est elle-même gérée par les compagnons d'Emmaüs. Absolument. Et tout ce qui est refusé par le tri que l'on va maintenant traverser retourne à la déchetterie. C'est-à-dire que on a une optimisation maximale des flux d'objets, de matériaux. Arrivent les différents objets, les dons soit de privés, soit d'institutions, etc., et qui sont catégorisés. Là, tu vois, tu as des palettes avec des textiles, ici de l'électroménager, là-bas des livres, des objets divers, etc. Pour l'instant, ça n'est pas trié, c'est simplement catégorisé. C'est stocké ici dans cet espace tampon. Puis là, on a des portières frigo qui permettent de rentrer dans la zone tempérée. Donc on a cette zone tempérée qui distribue les différents ateliers et qui stocke, dans laquelle sont stockés donc les staboks pré-triés. Ensuite, on a les différents ateliers. On a ici gros et petits électros. On a ici des objets un peu précieux. On a l'horlogerie, les livres, les textiles là-bas, c'est très encombrant. J'ai pas dit, mais dans le test, l'atelier de test de gros électro, on a des tests pour les machines à laver, des choses comme ça. Maroquinerie, jouets et informatique. Donc tout cela, on a d'abord donc des staboks d'arrivée, ensuite c'est trié, c'est ressorti, tout ce qui est bon s'en va au stockage en direction des halls de vente. Ok. Et tout ce qui est refusé repart à la déchetterie. Et donc, c'est dans des ateliers qu'on vérifie que les objets sont en bon état, qu'ils fonctionnent. Ouais, c'est ça. Et c'est le seul endroit qui est tempéré, soit chauffé, soit rafraîchi. Non, d'ailleurs, on n'est pas rafraîchi parce que c'est la simple ventilation naturelle suffit. On est dans des boîtes dans la boîte. D'ailleurs, on a pris le hall industriel tel qu'il était. Et on a mis là-dedans des boîtes isolées, et c'est le seul endroit où les gens travaillent réellement. Les autres sont dans les transferts et sont couverts en conséquence, mais l'endroit où ils sont statiques et où ils travaillent, c'est les endroits tempérés. Voilà. Tout le reste du volume vit sa vie, il fait chaud quand il fait chaud, il fait froid quand il fait froid, et c'est ventilé de façon naturelle, en traversant. Okay. Ici, au stock tampon, avant distribution vers les halles de vente,
Et donc, ces choses-là sont propres, sont prêtes à la vente. Et voilà, bon, on va arriver. Donc là, on est dans la salle de vente numéro 1. On rentre dans la salle de vente numéro 1. Différents rayonnages avec ici les textiles, les jouets, les livres, la vaisselle, les œuvres d'art, les chaussures, les chapeaux, les vélos, les nounours, etc. Fait 1200 mètres carrés. Ok. La toiture c'est une toiture simple avec un grand versant vers le sud qui est en train d'être équipé de capteurs solaires qui sont portés du point de vue financier par une association citoyenne qui s'appelle Cowatt et qui revend, qui investit d'abord pour cette installation-là et revend l'électricité au circuit. Au sud, en partie basse, on a la façade qui est orientée donc plein sud, qui bénéficie d'une visière et qui est relativement basse, juste de quoi faire un passage couvert devant, ce qui permet d'avoir un ensoleillement en hiver et pas d'ensoleillement en été. Donc sur la façade sud, nous avons une double façade. On a appelé ça la façade manifeste, puisque c'est un manifeste du réemploi. Dans sa peau extérieure, elle est composée par un patchwork de menuiserie qui date depuis le XVIIIe jusqu'au XXIe siècle. Leur seul point commun est d'être en bois, pas toujours d'ailleurs du chêne, mais majoritairement du chêne. Et donc, caractéristique de ces différentes époques, on a du 18e mouluré à petits carreaux, on a du néo-gothique 1860, on a du néo-gothique 1990 et 1950, avec des petits carreaux vitraux sous les hauts plombs. Et puis on a toute la panoplie des menuiseries depuis les pavillons phénix jusqu'à des menuiseries privées déposées dans le cadre de ce chantier. Cette façade extérieure ne réalise pas l'étanchéité de façon rigoureuse. Par contre, elle crée un effet de serre lorsque on est ensoleillé en direct en hiver. La façade intérieure, elle, crée l'étanchéité, réalise l'étanchéité à l'air, avec une alternance de menuiseries récupérées dans un bâtiment de bureau, et qui ont des caractéristiques thermiques convenables pour les années 1980, donc double vitrage, etc., mais pas de rupture de pont thermique. Et à cela, on ajoute une alternance d'arlequins, de pavés de verre de couleur. L'ensemble nous fait donc l'étanchéité à l'air du bâtiment et nous a un rayonnement en hiver et qui par contre nous fait une bonne isolation en été puisque c'est à l'ombre. Il est en fait la première, historiquement parlant, et qui était déjà existant lorsque on est venu intervenir sur le projet, et laquelle n'a subi que quelques menus aménagements de sécurité incendie et choses comme ça, mais qui reçoit maintenant tout ce qui est gros objets, mobilier, etc. Et à l'extérieur de tout ça, on a des auvents, tu vois, avec tout ce qui supporte d'être aux intempéries sans être sous la pluie, mais qui supporte les écarts de température. On a de la vaisselle, on a, tu vois, t'as des bouteilles thermos, des trucs de jardin, mobilier de jardin, etc. Là, des chaussures de ski, l'histoire de la chaussure de ski depuis 20 ans. Et donc ça, voilà. C'est pour la partie, on va dire, traitement des objets et des dons qui arrivent, la partie travail pour les compagnons d'Emmaüs. Alors, ils travaillaient à la fois au tri et à la fois à la vente. À la vente. Et en plus de ça, sur le site, donc il y a une partie qui est plus dédiée à la communauté. Alors oui, ils travaillent aussi donc sur la ferme maraîchère.
Et puis, il y a une partie résidentielle qui donc accueille une trentaine de résidents, un certain nombre de gens qui sont accueillis dans le cadre de l'accueil des sans-abri aussi, et puis les volontaires bénévoles qui prennent leur repas le midi quand ils travaillent là. Donc on a dans un premier temps toute l'administration, l'accueil, etc. Là, le restaurant qui peut faire une bonne centaine de couverts, 150 couverts les grands jours, et qui a donc été entièrement construit à base de récupération, mais peut-être qu'on pourra en revenir sur la récupération après. Et puis au-delà, tu as la zone purement résidentielle, avec 2 campagnes de construction qui ont une vingtaine et une quarantaine d'années et qui accueillent donc les résidents permanents, les compagnons. Ok. Merci François pour cette visite. On va passer maintenant à la partie un peu plus question-entretien. Déjà, est-ce que tu peux nous dire le projet de réhabilitation et extension du site, sur quel bâtiment vous êtes intervenu Alors nous sommes intervenus sur la partie restauration pour ce qui est de l'habitat. C'est une extension en neuf et on a rénové une partie de ce qui existait. On est intervenu sur la salle de vente neuve. Ça fait environ 1200 mètres carrés neufs, complètement une création complète. Et on a rénové d'une façon légère 1200 mètres carrés pour la salle de vente ancienne, et d'une façon lourde, à nouveau 1200 mètres carrés environ, pour les ateliers. Les ateliers qui précédemment étaient dans des petits bâtiments un peu de briques et de broc, soit les anciens bâtiments de la ferme, pour certains hangars ou remises ou granges, soit des préfabriqués EDF qui avaient plus de 50 ans, 60 ans d'âge et qui étaient extrêmement délabrés, qui prenaient l'eau, l'air, le froid, le chaud, etc. Donc tous ces ateliers étaient reliés par simplement la voie extérieure, et donc les compagnons ou les bénévoles devaient travailler en plein vent, en plein froid, sous la pluie, relier ça avec des Fenwick. C'était extrêmement difficile de trouver à stocker de façon rationnelle les objets collectés et même les objets triés. Donc il y avait énormément de pertes d'énergie humaine et de pertes d'objets qui auraient pu être reversés à la vente. D'accord, merci. Et lors de la visite, tu as parlé plusieurs fois de réemploi. Est-ce que la partie réemploi, elle figurait déjà dans le cahier des charges auquel vous avez répondu? Enfin, ça faisait partie de la commande ou ça a été un choix Ça a été une proposition de ma part au départ. Par analogie à une expérience de jeunesse que j'avais eue au sein d'Emmaüs. Et ça me semblait vraiment le lieu où jamais la réponse à une demande de client ou jamais de proposer du réemploi. Et c'est le moment ou jamais de s'essayer à cela, compte tenu des enjeux de consommation des ressources de la Terre. Et une fois que vous avez remporté le projet, enfin qu'on a validé ce projet, comment on fait pour déposer un permis de construire alors que en fait vous ne saviez pas de quels matériaux vous alliez disposer et quelle forme allait prendre le projet de manière définitive? Alors c'est là que il y a un petit côté anecdotique, c'est que évidemment on n'avait pas les matériaux et par où commencer, puisqu'il n'y a pas de filière de réemploi. On peut pas aller dans le magasin du réemploi et dire tiens, on va faire ça avec ça. Donc on a fait un espèce d'avant-projet directeur, on va appeler ça comme ça. Je fais souvent l'analogie avec une partition de musique contemporaine, une grille d'improvisation de jazz ou des choses comme ça, en répondant à l'ensemble du programme qui avait été défini par la communauté auparavant.
y compris d'ailleurs dans les localisations, la définition et l'optimisation des parcours des gens et des produits. On a suivi scrupuleusement la demande de ce point de vue-là et on a mis en place un projet directeur avec des grandes lignes. On a commencé dès ce moment-là à envisager d'utiliser du réemploi, notamment un gymnase du début du XXe siècle qui avait beaucoup d'intérêt, qui était sur le point d'être démoli et qui avait beaucoup d'intérêt du point de vue de l'histoire des techniques, puisque c'était une structure mixte bois-acier et fonte, chose qu'on ne fait plus depuis pratiquement un siècle, et qui donc avait un intérêt de ce point de vue purement technique. L'intérêt aussi d'avoir un grand volume, une grande surface, et l'intérêt de représenter de façon opportune les rapports sociaux qui pouvaient exister au début du XXe siècle entre une certaine partie du patronat, qu'on pourrait appeler le patronat éclairé, fourriériste, etc., et le monde ouvrier. C'est-à-dire que c'était donc les usines Bessonneau et qui prenaient à leur compte le problème d'offrir à leurs ouvriers une structure pour faire du sport, pour s'entraîner à différentes disciplines, que ce soit collectif ou individuel, à faire de la musique, etc., etc. Et donc toute cette espèce de gisement d'histoire et en même temps de matériaux, de savoir-faire, etc., me semblait intéressant à utiliser. Donc on l'a mis dans le premier permis. Et puis le reste était un peu ouvert. Le restaurant, on n'avait rien de préconçu, mais on a déterminé les surfaces qu'il nous fallait, les volumes, les orientations, le fonctionnement avec ce que l'on conservait. Et on a déposé le permis en disant à l'administration, voilà, dans les grandes lignes, comment ça va être, les surfaces, où sont les issues de secours, la circulation des gens et des véhicules, etc., etc. Mais attention, on sait déjà qu'on fera pas ça. Donc c'est intéressant, c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas si ça m'arrivera encore, mais de dire à l'administration, voilà ce qu'on va faire, mais ce sera pas vraiment ça. Et tout le monde a joué le jeu, comprenant les enjeux, justement. Et donc, à chaque fois qu'on a avancé, donc on a simultanément à ce dépôt de permis, on a lancé la collecte, l'appel aux dons, qui a été centralisé par une association qui s'appelle Matière Grise, qui a travaillé avec nous là-dessus, et qui s'est attaché donc à recueillir les offres de dons, à les qualifier, donc se rendre sur place, voir si c'était récupérable, s'il n'y avait pas de plomb, s'il n'y avait pas d'amiante, s'il n'y avait pas des choses qui pourraient entraîner des problématiques complètement indésirables par la suite. Et puis, une fois que les choses étaient éclaircies comme ça, ils nous ont proposé au cas par cas des projets, des produits, pour voir si on pouvait l'intégrer au projet. J'ai oublié de dire, on avait préalablement remis une liste au Père Noël. C'est-à-dire, voilà, il nous faut tant de milliers de mètres carrés de bardage de façade, tant de milliers de mètres carrés de couverture, etc. Revêtement de sol, donc une liste au Père Noël. Et donc, suivant cette liste au Père Noël, et l'association est partie en chasse. Nous-mêmes, on a produit auprès de nos clients, dans nos chantiers divers, auprès des confrères, etc. On a lancé l'appel. On a lancé l'appel dans la presse aussi. Emmaüs a lancé un appel dans la presse. La carte de visite, inutile de dire que la carte de visite Emmaüs aide beaucoup quand on veut faire du réemploi et quand on fait un appel aux dons. Donc tout ce monde-là, et toute cette espèce de drainage de capacité du territoire nous est arrivé, on l'a intégré ou rejeté selon les cas dans le projet, à tel point que la forme du restaurant a complètement changé puisqu'on a trouvé un lot de menuiserie réformée pour erreur de cote,
on a reconstruit le projet à partir des cotes réelles, puisque par contre, au point de vue performantiel, elles étaient irréprochables, et que nous étions dans la zone habitat, qui donc doit répondre à des impératifs thermiques très précis. Donc on a réutilisé ça et on a construit le projet autour de ça. Simultanément, on a récupéré des poutres de lamellé-collé de l'ancienne patinoire qu'on a reconditionné pour en faire les portées importantes qui vous permettaient de couvrir ce restaurant. Le tout posé sur une ossature bois remplie de paille. Et le sol intérieur, c'est un sol sportif qui vient d'un gymnase de Rennes, et qui est un châtaignier massif. Donc j'ai des prestations très très haut de gamme finalement, de matériaux de récupération pour l'extrême majorité. L'isolation donc des murs, j'en ai parlé, c'est de la paille, et l'isolation horizontale, c'est du métis, c'est-à-dire du coton recyclé selon un procédé à l'initiative d'Emmaüs il y a maintenant plus de 10 ans, et qui est maintenant industrialisé. Voilà, ça c'est la partie habitat. La partie grande halle de vente, on a dû renoncer au réemploi de gymnase Bessonneau pour des raisons d'agrément des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, etc. Ça aurait été une longue lutte. On n'avait pas vraiment le temps et pas l'assurance de réussir. Donc on s'est dit, concentrons-nous sur ce que l'on peut faire aujourd'hui dans le contexte, plutôt que de perdre l'énergie à échouer à ce qu'on risque, oui, effectivement, de ne pas pouvoir utiliser. Donc on a repris cette partie du projet aussi, en partant cette fois-ci sur un principe de nef total, en lamellé-collé neuf, qui pour le coup pouvait répondre à tous les impératifs de l'établissement recevant du public. Et donc pas de compromis là-dessus, ni sur les issues de secours qui sont nomenclaturées comme issues de secours, etc. Tout est, on n'a pas le droit de prendre de risques là-dessus. Et donc sur la halle de vente nouvelle et autour de cette structure neuve, nous avons par contre réalisé les façades, comme je disais tout à l'heure, avec cette façade de réemploi complète, à partir de fenêtres issues de déconstruction de divers chantiers. Il y a pas compté le nombre de chantiers, mais il y a bien une vingtaine de chantiers différents qui sont concernés, avec notamment la maison d'Adam, qui est une maison du XVe siècle, mais dont les menuiseries déposées n'étaient pas patrimoniales. Elles avaient été réalisées dans les années 1950 et 1990, avec des performances totalement dégradées en plus par les mouvements de la structure, et qui déjà au départ étaient impropres à l'utilisation qu'on est faite aujourd'hui, qui est de l'habitat. Ouais. Donc la rénovation de la maison d'Adam a permis de nous alimenter, nous, en menuiserie de très belles factures, en chêne, etc., mais qui ne répondaient plus à leurs obligations. Une autre rénovation d'un 17e, on a récupéré les menuiseries, des menuiseries qui ont une histoire compliquée, puisqu'elles ont été rénovées une première fois au 18e, puis au 19e, et nous on les récupère après avec toute cette espèce de stratification de l'histoire et des savoir-faire. Et puis ensuite 1860, néo-gothique à nouveau, et puis 20e. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, je ne développe pas plus. Ce qu'on peut dire aussi sur cette halle, c'est qu'elle, au sol, nous avons un revêtement routier pour les raisons de coût très inférieur et de consommation d'énergie très inférieure dans la fabrication à ce qu'aurait pu être une dalle béton, et aussi, surtout, le fait qu'on n'isole pas ces 1200 mètres carrés du sol, on utilise au contraire l'inertie thermique du sol, qui est de façon invariable aux alentours de 13 degrés,
que ce soit pour tempérer en été, on a pu l'expérimenter même pas dans l'année de chantier, puisque les ouvriers avaient transporté leurs établis sous la halle, qui était déjà efficace de ce point de vue. Et puis, en hiver, on a une grande inertie thermique, puisqu'on est très bien isolé, et que le sol nous restitue d'une façon passive son énergie, à tel point que les aérothermes de compensation n'ont pas tourné de l'hiver. Ok. C'est cet hiver qui a été utilisé donc dans sa fonction normale, c'est-à-dire de salle de vente intermittente, puisque ça n'est pas tous les jours, c'est un jour sur deux à peu près. Donc l'inertie de la Terre nous a permis d'éviter d'avoir une dépense d'énergie là-dessus. Ok, donc pour résumer, vous avez déposé un pré-permis de construire en disant que ça allait pas être tout à fait ça. Vous avez également collaboré avec une association qui s'appelle Matière Grise pour tout ce qui va être collecte et réemploi. Et vous avez réalisé à la fois des travaux en réemploi et aussi des travaux neufs quand le réemploi n'était pas possible. Ouais. Mais j'ai une question, est-ce que ça prend pas plus de temps de travailler avec le réemploi, parce que il y a toute la partie collecte, aller chercher les matériaux, etc. Oui, c'est évidemment dévoreur de temps, puisque la filière du réemploi est balbutiante et elle était quasi inexistante quand on a commencé le chantier. Elle se structure peu à peu, mais bon, au moment où on a eu à lancer les choses, il fallait inventer le mode opératoire en même temps, en utilisant les rares expériences, il y en a quand même, en France et à l'étranger, en essayant de tirer les enseignements qui avaient été faits au cours de ces expériences déjà engagées. Mais c'est vrai qu'au point de vue temps, au niveau de la maîtrise d'œuvre, au niveau des entreprises, on ne peut pas nier qu'il y a eu une dépense de temps supérieure à ce qu'aurait été un projet neuf. Par contre, au niveau du temps de chantier, on ne peut pas dire qu'on a été plus long qu'un chantier conventionnel, puisque dans le contexte très particulier de l'interruption Covid ou des interruptions Covid ou du temps de Covid avec des réglementations particulières sur les déplacements, etc. On ne peut pas dire qu'on a été plus lent qu'un projet conventionnel. Et en termes de coût, est-ce que ça coûte plus cher de faire du réemploi ou est-ce que c'est pareil? Alors, moi j'avais l'intention, j'étais presque certain de faire des économies. Pierre Mazin, qui était à l'origine le représentant de Matière Grise au tout début du projet, lui avait une expérience déjà du réemploi. Il avait dit, si vous arrivez à être au prix du neuf, estimez-vous heureux. Donc il y avait le pessimiste et l'optimiste. On a tous les deux eu tort. C'est-à-dire que très rapidement, on a évalué par rapport à un prix neuf combien on prévoyait d'économiser. L'économiste a fait donc une fois la collecte terminée, il a fait une évaluation. On économisait entre 80 000 et 100 000 euros sur un projet de 2 millions, c'est peu de choses. C'était un peu frustrant d'être aussi peu. Et au fil du temps, et des imprévus, des machins, etc., et la prise en compte de la location de notre espace de stockage des matériaux de construction, puisqu'on ne pouvait pas utiliser Emmaüs, lequel était déjà plein comme un neuf, l'économie prévisible s'est établie aux alentours de 25 000 euros. C'est-à-dire extrêmement peu, mais la cible de Pierre Mazin était atteinte puisqu'on était au prix du neuf à peu près, avec des prestations supérieures, on peut dire. Par contre, on avait quand même, à cette occasion-là, fait l'économie d'environ 1800 tonnes de matériaux industrialisés, manufacturés, réemployés. Je dis une bêtise. On avait, à cette occasion, réemployé 134 tonnes de matériaux industrialisés, ce qui équivaut à 1800 tonnes de matière vierge. Ok. Sans compter les 1800 tonnes, aussi 1800 tonnes, c'est tout à 1800 tonnes ici, de gravois de démolition recyclés.
Et enfin, lorsqu'on a fait toutes les additions diverses et variées, on est arrivé bâtiment par bâtiment à être aux alentours de 2400 € du mètre carré sur le restaurant, qui était entièrement neuf, mais qui était à peu près un prix c'est un peu au-dessus du prix HLM à l'heure actuelle. On était à 850 mètres carrés dans la grande halle neuve aussi. 850 mètres carrés, ce qui est quand même très très bien. On était à 550 mètres carrés dans les ateliers de tri. 550 € du mètre carré, ce qui est aussi extrêmement bien, mais tout n'est pas chauffé, tout n'est pas chauffable. Donc finalement, en neuf, je ne suis pas certain qu'on aurait eu de telles performances. Les deux calculs convergents n'arrivent pas au même résultat. C'est peut-être la preuve qu'ils sont vrais. Oui, puis c'est aussi c'est intéressant de dire le nombre de tonnes de ressources qu'on a économisées, parce que tout n'est pas il n'y a pas que le coût financier. Voilà. Il y a le coût pour la planète. Oui, absolument. Et même du point de vue du coût financier, on peut considérer que c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, dans les différentes conférences qu'on a eu à faire, nous a aussi interrogé sur l'impact carbone. Et j'avais l'habitude de dire, on a prévu de le faire, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Et en fait, si, on l'a fait. Dans une des réponses qu'on a données, je crois que c'est pour le off, on a fait ce calcul carbone. Et alors, on a équivalent carbone, 159,7, c'est-à-dire 160 tonnes de carbone. De carbone économisé. C'est l'équivalent de 1453 Paris-Nice. Ok, en petite voiture. C'est quand même pas mal. Ça fait quelques allers-retours. Mais bon, pourquoi aller à Nice? Puisqu'il fait du soleil ici. Et dernière question, l'autre particularité de ce projet, c'est que vous avez réalisé des chantiers participatifs, 4 il me semble. Déjà, pourquoi avoir choisi de faire des chantiers participatifs? C'était une demande du maître d'ouvrage, fidèle à ses objectifs, et donc il nous avait demandé participatif, réinsertion, etc. Faites tout ce qui est possible de faire. Donc, les chantiers paille, toute la mise en œuvre des chantiers paille a été faite en chantier participatif, et ça veut dire beaucoup de mètres carrés, puisque c'est tout le restaurant et c'est tous les ateliers de tri. Okay. En pot extérieur. Les pots intérieurs ont été en coton recyclé, en laine de bois. Mais tout ce qui a été donc chantier paille a été fait en chantier participatif, avec des gens qui évidemment n'étaient pas professionnels au départ, mais encadrés par un professionnel qui a fait en même temps une formation. Il y avait parmi nos volontaires pas mal de gens qui venaient faire ce chantier avec l'idée de le réutiliser chez eux. Donc on a fait boule de neige du point de vue formation à une technique qui n'a rien de la technique spatiale, qui est vraiment terre à terre, mais qui n'est pas du tout anodine. On n'a pas empilé des bottes de paille n'importe comment. C'était des bottes de paille avec une hygrométrie, un taux de compression contrôlé, retaillé d'une bonne manière, l'étanchéité à l'air a été correctement traitée, etc., parce que c'était correctement encadré. D'accord. On a fait aussi un chantier participatif autour de la façade de menuiserie de récupération. Ça, c'est un atelier qui s'appelle l'établi, et qui fait appel à des volontaires et à des bénévoles aussi, pour encadrer des gens qui veulent apprendre. Et donc, ils ont appris des maniements tout en mettant en œuvre. J'ai oublié de dire que c'est Nicolas Houdoff qui a encadré notre chantier paille. Ça, c'est les participatifs. Et par ailleurs, on a fait travailler en chantier d'insertion
une équipe assez importante, de façon constante, pendant un bon 6 mois, je dirais, sur les parements intérieurs, à la fois de la nouvelle salle de vente et des ateliers de tri. Ok. Je me souviens plus de leur. Donc, il est de coutume pour ce podcast de finir sur une petite recommandation lecture de notre invité. François, je te laisse la parole. Alors, je lis beaucoup. Ce qui fait que ça se bouscule dans ma tête pour te recommander quelque chose, mais quelque chose quand même. Comparé à les grands classiques, il se trouve que les bouquins qui sortent là dans la semaine, dont on entend parler ici ou là, sont souvent décevants. Ce qui fait que je lis simultanément des choses qui paraissent et je retourne vers des classiques comme actuellement George Orwell ou Romain Gary. Et ça me fait penser que des choses qui ont été éprouvées par le temps, finalement le tri est fait, les choses intéressantes restent. Et peut-être c'est un peu ce qui se passe avec le réemploi. Et voilà. C'est une belle manière de conclure ce podcast. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi.